Essayez à nouveau parler, s'il vous plaît. Faisons un petit essai, d'accord. Donc bonjour à tous. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Pascal. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est vrai qu'on est sur Zoom. Coupez votre caméra, peut-être, Monsieur le Président, on va voir si on vous entend mieux. D'accord, alors, attendez, la caméra. Ah bah c'est bien là. Je vais couper. Non, bah ne coupez pas votre caméra, en fait, on est bien. Ça D'accord. y est, on a du son. Bon, Bon, je pense qu'on... on touche plus à rien. C'est bon? Voilà, c'est parfait. Bon, bah, on va pouvoir commencer. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup. Après ces ultimes réglages, bien, mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information, création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Comme j'avais annoncé mardi dernier, nous sommes entrés dans la seconde phase de nos travaux, qui portent désormais sur les conséquences de l'IA générative en matière éducative, tant pour l'enseignement scolaire que pour l'enseignement supérieur. C'est bon? Est-ce que vous m'avez entendu correctement? Oui, Je n'ai pas de retour. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que M. Pascal peut nous rejoindre? Il est là? il est là, il est avec nous dans la salle. Ah, d'accord, bon, très bien, parce que je vois son cavalier, mais je ne le vois pas lui-même. Enfin bon, peu importe. Mais écoutez, justement, M. Pascal, vous êtes le bienvenu dans cette audition de la mission IA générative. Vous êtes professeur des universités à Centrale Supélec, école d'ingénieurs de l'université de Paris-Saclay, spécialiste en mathématiques appliquées pour l'intelligence artificielle. En 2023, vous avez pris la tête de l'Institut Dataya, dont vous pourrez également nous dire un mot si vous le souhaitez. C'est également en 2023 que vous avez été nommé personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Et depuis avril 2025, vous êtes vice-président IA de l'université Paris-Saclay. Donc, bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Cette biographie sommaire ne prétend pas à l'exhaustivité, mais suffit à expliquer pourquoi nous vous avons invité à cette audition. Les systèmes d'intelligence artificielle générative ont fait irruption dans l'université, nous le savons tous. De nombreuses enquêtes ont été menées en France et ailleurs, faisant état d'un engouement massif des étudiants pour ces technologies, avec à la clé la crainte de les voir se décharger cognitivement, pour reprendre l'expression d'un de nos invités. De fait, de plus en plus d'enseignants rechignent à donner à leurs étudiants des devoirs à la maison par crainte qu'ils utilisent l'IA. Pourtant, dans un récent rapport remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, intitulé IA et enseignement supérieur, formation, structuration et appropriation par la société, vous avez identifié vous-même un certain nombre d'opportunités de l'IA appliquée à l'enseignement supérieur au service de la pédagogie et de la réussite scolaire d'abord, mais aussi pour la vie étudiante ou l'administration même des universités au sens large. À l'ère de l'IA, quels doivent être, selon vous, les nouveaux modèles d'enseignement? Quels sont les bénéfices de cette technologie? Comment pousser les étudiants à réfléchir par eux-mêmes? Ne faudrait-il pas bannir des universités des grands modèles de langage au bénéfice de systèmes d'IA spécifiquement conçus pour l'enseignement supérieur, afin, et je vous cite, de permettre à l'étudiant de se questionner et non d'obtenir directement des réponses? Je précise que votre rapport a été co-rédigé par M. François Tadei, chercheur qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, monsieur le professeur, je vais vous céder la parole pour un propos liminaire de 5-10 minutes. Et ensuite, madame la rapporteure, madame Calvez, vous posera les questions qu'elle a préparées à votre intention. Je vous en prie. Il faut appuyer sur le bouton, voilà. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci pour cette biographie et l'accueil en propos liminaires. Alors il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que on est face à des transformations assez considérables. Je voudrais noter que j'ai lu avec grand intérêt toutes les questions et ça dénote d'un travail très profond. Donc je suis absolument ravi d'être ici pour pouvoir discuter sur ces sujets de transformation, notamment dans l'enseignement supérieur dû à l'intelligence artificielle générative. Je pense que pour commencer, peut-être le positionnement, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce une technologie comme les autres? Et dans le cas où ça ne serait pas une technologie comme les autres, peut-on appliquer des règles classiques de transformation et pour intégrer cette intelligence artificielle? Et je pense que les problèmes se posent là. Vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, les questions naturelles qui arrivent sont les questions de correction, les questions de devoir, les questions de suivi,
il y a des questions. Alors, il y a beaucoup de discussions autour du déclin cognitif, qui sont des peurs pour le moment, des risques. Il y a des choses qui sont avérées, mais qui ne sont pas dues à l'IA générative, qui est quand même assez récente. Hein. C'est dû, par exemple, à des correcteurs orthographiques. Ça, il y a des études qui sont claires là-dessus. Mais il y a vraiment un vrai sujet de repenser l'enseignement et, plus généralement, de repenser le positionnement du sachant, de l'apprenant, et quel rôle a l'intelligence artificielle dans tout ça. Il y a des risques, évidemment. Il y a des bénéfices qui semblent être considérables. Maintenant, c'est une transformation qui ne va pas se faire par un seul individu ou une seule structure, et c'est peut-être ça le vrai sujet, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle générative, mais plus généralement, j'ai envie de parler quand même d'intelligence artificielle qui est déjà rentrée dans la société depuis assez longtemps, pour le coup. Oui. En termes de technologie, l'intelligence artificielle générative ne peut pas être, adoptée par une seule personne ou une seule catégorie de personnes. Pour ma part, vous l'avez rappelé, moi je suis professeur en mathématiques appliquées, mais mon expertise sur le droit du numérique est extrêmement limitée. Mon expertise sur les sciences cognitives est extrêmement limitée. Donc, je peux interagir effectivement avec des experts de ces sujets, mais je ne vais pas proposer des solutions dans ces directions-là. Donc, je pense que vraiment, on est face à une énorme transformation et qu'il faut l'appréhender de la façon la plus sereine, avec des objectifs, et des objectifs qui sont des objectifs d'amélioration de l'enseignement supérieur, de bien-être des étudiants. Vous avez rappelé les questions de vie étudiante, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative peut apporter des solutions énormes pour accompagner la vie étudiante, pour l'enseignement plus traditionnel, pour les évaluations, pour le contenu pédagogique, la création de contenu. Donc, je pense qu'on est face à une transformation considérable et qui doit être absolument prise de façon collective. Voilà. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Bien, écoutez, cher collègue Calvez, c'est à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Dans le rapport que vous avez fait avec Monsieur François Tadei, vous avez établi 26 recommandations. C'était en juillet 2025. Est-ce que parmi ces 26 recommandations, il y en a quelques-unes qui vous paraissent d'autant plus importantes vu l'évolution soit de l'IA générative en elle-même ou de ses usages? Alors, je pense que une des priorités est la formation. La formation, au-delà, c'était une des recommandations, enfin un des champs de recommandation, c'est la formation au-delà des seuls étudiantes et étudiants, mais de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour adopter l'intelligence artificielle, pour déployer des cas d'usage, il faut savoir de quoi on parle, ce qu'on peut faire avec, quels sont les risques, quelles sont les limites. Donc, de mon point de vue, le point cœur, ça va être de former massivement. Alors, pas tout le monde de la même manière, bien sûr, mais de former massivement. Et c'est pour ça que le rapport est allé vers la société. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de notion d'adoption pour la société. Merci beaucoup. Comment, d'après vous, l'essor de l'IA modifie-t-il l'acquisition et la diffusion des savoirs? Est-ce qu'à partir d'exemples que vous avez pu constater, vous avez vu des évolutions, alors positives ou négatives, dans l'acquisition et la diffusion des savoirs? Est-ce que aujourd'hui, vous diriez la même chose qu'en juillet 2025? Je pose cette question puisqu'on voit que de mois en mois, avec nos différents auditionnés, on peut se dire que ce qu'on a entendu au mois de novembre n'est pas forcément ce qu'on entendrait aujourd'hui au mois d'avril. Sur cette question précise de la diffusion et de l'acquisition des savoirs, qu'en est-il? Alors, on observe des changements, et notamment dans les amphithéâtres, que ce soit à grande école, que ce soit à l'université, un changement qui est devenu presque banal aujourd'hui, c'est le fait que les élèves ou les étudiants arrivent en cours en connaissant ou en ayant la capacité de connaître le contenu du cours.
Et donc les cours sont en train de se transformer. Alors pas tous les cours, c'est difficile de faire une généralité parce qu'on parle de disciplines qui sont très différentes. Si on parle de faculté de droit ou de graduate school de mathématiques, c'est pas du tout le même type d'enseignement. Mais par contre, il y a peut-être un point commun qui est que les élèves viennent pour interagir avec le ou la professeur. Et ça c'est très amusant et c'est quelque chose qui ressort ailleurs dans la société. C'est-à-dire qu'on ne va plus chez le médecin en attendant, mais on va chez le médecin en disant j'ai ça, ça, ça et ça, c'est ce que j'ai trouvé par différents moyens. Quelle est la conclusion ? L'enseignement change dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très spontané. Ensuite, les autres transformations, c'est qu'on voit de plus en plus d'expérimentations faites par les profs, conjointement par les profs et les élèves, sur la personnalisation de l'enseignement. Donc la création de tuteurs personnalisés, c'est des choses qui aujourd'hui commencent à se répandre. Alors, je n'aurai pas de chiffres, mais ça veut dire qu'il y a un nombre non négligeable de professeurs qui commencent à regarder, ce sont des cas d'usage, c'est de créer des tuteurs personnalisés. Voilà. Mais vraiment une transformation qui a été prise comme ça, c'est le rapport au savoir qui est un peu différent. Et je voudrais dire, il y a une chose que moi je trouve vraiment essentielle, en tout cas c'est un point de vue, on défendait déjà ce point de vue pendant la mission, c'est qu'on est vraiment dans une transformation de la société. Il y a une rupture, alors je vais m'égarer sur des terrains sur lesquels je ne suis pas expert, mais vraiment très anthropologique. Ce n'est pas un correcteur orthographique supplémentaire, ce n'est pas un outil de recherche d'informations supplémentaire, c'est quelque chose qui transforme complètement notre rapport au savoir. Et donc notre système d'enseignement, profondément, puisque il y a vraiment cette idée du passage d'une société orale à l'écriture. Ça a changé la société. Tout a dû être repensé puisqu'on pouvait externaliser de la connaissance, hein, c'est le principe d'écrit. Là, on est face à ce type de choses. Moi, je n'ai pas plus de réponses que quelques idées, et je pense que collectivement, il y a des réponses. Il y a des pays qui sont très en avance sur la France, notamment sur ces sujets. Mais je pense que la bonne approche, c'est de penser cette transformation profonde. Ouais. Merci beaucoup. Vous nous disiez que les étudiants arrivent en connaissant déjà le contenu du cours. Alors, est-ce qu'ils connaissent la façon d'accéder rapidement ou est-ce qu'ils ont déjà intégré la compréhension du cours ? C'est ce qui ferait qu'il y a des interactions. Moi, j'ai une question. Je me dis qu'avec l'ère d'Internet, on pouvait accéder aussi à beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que cela change ? Est-ce qu'il y a plus de curiosité avec l'accès à des outils d'IA ? Alors, je ne sais pas s'il y a plus de curiosité, mais un changement qui est majeur, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler des interfaces homme-machine. C'est-à-dire qu'il y a une interaction qui est complètement facilitée, c'est-à-dire quand on parle de grands modèles de langage et de tous ces... Alors on dit chatbot, mais c'est vraiment les modèles qui comptent derrière. On parle de langage naturel, c'est-à-dire qu'on interagit avec une machine en langage naturel. Ça facilite énormément les choses, ça simplifie tout un tas de tâches qu'on devrait faire quand on fait de la recherche d'informations, c'est-à-dire c'est de trier l'information, de la vérifier, de la croiser. Là, on a, j'ai envie de dire, une seule réponse, et donc ça pose des questions. On a une seule réponse, mais qui a déjà fait ce travail. Et ce travail, il a été fait par essence de ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les modèles ont appris, donc c'est dans les modèles. Mais le travail qui consisterait à aller chercher de l'information et de poser les bonnes questions pour obtenir la bonne information, de croiser les sources, ce travail n'est plus complètement nécessaire quand on interagit avec une IA générative. Donc finalement, ça, c'est un côté très facilitateur d'interaction. Quel est l'impact de ce changement de paradigme ? Je pense qu'il est assez grand, c'est-à-dire que finalement, quand on utilise une intelligence artificielle, il faut savoir l'utiliser. Et savoir l'utiliser, et je pense qu'il y a
il y a une énorme différence entre considérer que l'adoption est le fait de pouvoir obtenir l'information qu'on souhaite obtenir en posant les bonnes questions, de s'améliorer sur les questions, de pouvoir affiner, de donner du contexte, de spécifier des documents, de créer son propre agent. Tout ça, c'est ce qui est un peu à la mode aujourd'hui. Ça, ce n'est pas adopter l'intelligence artificielle. Adopter, ça veut dire être capable de s'en servir. C'est-à-dire être capable de, évidemment, questionner les réponses, d'être capable de les prendre d'une façon orthogonale. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle du devoir à la maison, tous les profs se questionnent sur ces sujets de comment j'évalue. Que dois-je évaluer déjà ? C'est la première question. Est-ce que je dois évaluer de la connaissance, du savoir ? Est-ce que je dois évaluer des compétences précédemment acquises ? Et donc avec tous les biais que ça peut comporter. Est-ce que je dois évaluer des compétences actuelles, momentanées ? Donc ça, ce sont les questions déjà. Qu'est-ce qu'on évalue ? Exactement. Et les devoirs à la maison, on propose un devoir et on se dit, bon, le devoir, il est fait majoritairement par l'intelligence artificielle générative. Majoritairement, ça pose des questions. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui utilisent l'IA générative pour reformuler, pour proposer des idées au début, mais ils vont travailler beaucoup. Donc ça, c'est super. Il y a des gens qui vont générer tout avec très peu de travail. Ça, on peut dire que c'est moins bien. Il y a des gens qui ne vont pas du tout utiliser. J'aurais tendance à dire que c'est moins bien aussi. Donc, la question à laquelle on arrive, c'est comment on fait ? On arrête les devoirs à la maison, on va mettre tout le monde dans la même salle, on les fait écrire, on les regarde. On peut arriver à des situations extrêmes comme en Chine de couper l'Internet, comme ça on est bien sûr qu'il n'y a rien du tout. C'est le cas pour le baccalauréat en l'occurrence. Mais je pense que le problème est mal pris. Et c'est vraiment quand je parle de transformation et de changement de paradigme, c'est-à-dire les devoirs à la maison, c'est essentiel. C'est essentiel que les gens travaillent de façon individuelle ou en petits groupes sur des sujets pour confronter leurs connaissances, pour acquérir des nouvelles compétences. La question, c'est qu'est-ce que c'est le travail à la maison ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, veut dire faire un devoir ? Ça ne veut pas dire préparer un manuscrit qui va être rendu. Voilà. Non, ça veut dire accompagner à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour préparer tout ou partie du devoir. Donc ça, c'est à spécifier. Je veux dire, on ne peut pas répondre à tout. Et ensuite, de débattre du résultat, d'être capable de questionner le résultat. Donc c'est un changement total de paradigme. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les devoirs à la maison. C'est juste qu'il ne faut plus poser les mêmes questions. On ne va pas demander à quelqu'un rédige-moi une biographie sur Napoléon, par exemple. Cette question, vraiment, il faut être très clair, c'est une tâche qui est d'une trivialité sans nom pour une intelligence artificielle. C'est-à-dire que les intelligences artificielles génératives sont créées pour répondre à ces tâches-là de façon évidente. C'est-à-dire que c'est aussi facile que de se poser la question si une calculatrice serait à l'aise avec 1 + 2, comme addition. Donc ce type de demande n'a de sens que s'il est cadré et qui s'adresse à, notamment peut-être au niveau de l'éducation nationale, sur le primaire, pour apprendre à chercher sur Internet, par exemple. Ça peut être des exemples. Voilà. Bon, je parle beaucoup, donc je vais faire une petite pause. Oui, donc c'est intéressant, nous écoutons. Pas de problème. Je voulais vous rebondir sur ces questions du devoir à la maison. Il y a quelques années, on avait trouvé de quoi détecter l'utilisation de Wikipédia, où on avait des paragraphes entiers où les étudiants prenaient Wikipédia, et il y avait mis à la disposition des professeurs une manière de pouvoir retrouver quand Wikipédia avait été copié. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des outils pour détecter l'usage de l'IA ? Faut-il la détecter ? Faut-il au contraire plutôt l'encourager ? Vous êtes revenu sur l'idée du tuteur personnalisé que développent des professeurs avec des étudiants. C'est une façon aussi peut-être d'encadrer les devoirs à la maison, donc non seulement de donner un outil d'apprentissage personnalisé à l'étudiant, mais aussi peut-être de monitorer, suivre la façon dont il a pu apprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui existe à ce jour ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, sur les premières parties, la question de détection. En fait, la question de détection, elle rapporte toujours à la même approche qui est détection, sanction, évaluation et mettre une note.
c'est quelque chose, et on peut se questionner sur ce qu'est l'enseignement, c'est-à-dire quel est le rôle justement d'un prof. Donc, c'est ce modèle qui est à remettre en cause. C'est-à-dire que, et en l'occurrence, non, on n'arrivera pas à développer assez vite des outils de détection face aux outils d'intelligence artificielle générative. Donc ça c'est le vrai sujet, c'est-à-dire que non, on ne peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans une course à essayer de détecter et de regarder ce qui ne va pas, mais on doit prendre le problème, justement. Quand je dis changement de paradigme, c'est vraiment, on se tourne complètement et on dit, OK, qu'est-ce que veut dire aujourd'hui enseigner et accompagner ? Le tuteur personnalisé, donc ça existe, il y a eu des expérimentations, je trouve très réussies à Rennes, notamment par l'université de Rennes. Un tuteur personnalisé, c'est justement personnalisé, c'est-à-dire qu'en fonction de l'étudiant ou l'étudiante, quels sont les points sur lesquels il y a des facilités, ou en tout cas des choses qui sont acquises, quelles sont les compétences qui sont bien maîtrisées. On peut décider de mettre le paquet sur ces compétences-là, pour cet élève. Et donc là, on a du reward positif, puisqu'on est dans une compétence sur laquelle on est très à l'aise et on va approfondir. Voilà. Ça sera personnalisé, c'est un choix de personnalisation. On peut de la même manière, sur des parties du cours où il y a des difficultés, proposer des approches un peu différentes pour justement passer outre les difficultés. Mais cette notion de tuteur personnalisé, derrière, il y a quand même une chose qui est la notion d'exercice et d'entraînement. L'entraînement, c'est comme un examen, sauf que c'est pas noté. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'examens certificatifs où on va mettre une note et d'examens qui vont être en vue de l'apprentissage, c'est-à-dire c'est de l'entraînement. Alors je suis pas spécialiste du secondaire, mais quand on fait des exercices de mathématiques, on fait plein d'exercices en cours, on les fait à la maison, on apprend des choses, puis un jour on arrive en salle de classe pour faire l'examen, on a des exercices qui sont sur les mêmes thématiques qu'on a regardées pendant le cours, et on doit les traiter en temps réel. Et ça permet c'est une certification, c'est un examen certificatif qui permet d'évaluer ce qui a été acquis. Mais tout le temps où on a travaillé, on a fait aussi des erreurs, des choses très bien. Donc c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que si on prend par le prisme uniquement de l'évaluation, on va rater ce qu'est le tuteur personnalisé. On va rater ce que c'est l'apprentissage, le fait de monter en compétences. Et peut-être les questions, c'est effectivement... Et là, ça nécessite vraiment collectivement des réflexions avec des spécialistes de pédagogie. Et je pense que en France, ce que j'ai constaté, c'est qu'on est assez en retrait sur les sciences de l'éducation. Vraiment, c'est cette notion de réfléchir d'accompagner toujours et les élèves et les professeurs par des ingénieurs pédagogiques, d'avoir des réflexions de questionner qu'est-ce que c'est la connaissance, qu'est-ce que c'est le savoir, à quel moment on doit apprendre par cœur. Évidemment qu'on doit apprendre par cœur. Évidemment qu'on doit apprendre à lire, évidemment qu'on doit apprendre à compter, évidemment qu'on doit apprendre l'orthographe et la grammaire. Est-ce que ça, c'est antagoniste avec le fait d'utiliser une intelligence artificielle qui maîtrisera à peu près tout ça, en l'occurrence? Ben non. Mais ça, c'est quel moment de la vie, en quoi ça sert le développement cognitif individuel. Et peut-être, ça souligne quelque chose qui a un peu disparu, mais qui est, je pense, évident, qui est que l'intelligence artificielle générative, en fait, elle remet en question des principes qui, s'ils ne sont pas acquis, sont un problème. Le principe de l'esprit critique, de la vérification de l'information, de la véracité. Qu'est-ce que c'est la véracité de l'information? Ça, ce sont dans les données. Qu'est-ce que sont les biais? Et donc, il faut être armé de la connaissance de ces concepts, de capacité de réflexion, pour pouvoir, j'ai envie de dire, bénéficier vraiment de ce qu'est l'intelligence artificielle. Voilà. On pourra éventuellement revenir sur les risques de désinformation, l'esprit critique et la sensibilisation à cet esprit critique. Pour revenir sur le suivi du travail des élèves, on a eu écho de professeurs qui justement disent de toute façon je sais qu'ils vont utiliser l'IA, donc ce que je vais leur demander c'est de me donner l'IA-graphie, c'est-à-dire de vraiment me livrer toutes les interactions qu'ils ont eues avec le modèle d'IA pour arriver jusqu'au résultat. Et ce que
que je vais noter, c'est pas le résultat, c'est le raisonnement et la capacité justement à avoir aiguisé son esprit critique pour aller faire avancer le travail. Moi, ça me rappelle, puisque vous êtes mathématicien, certains exercices de mathématiques, où même si on n'arrivait pas jusqu'au résultat final, on avait le droit quand même à des points, parce qu'on avait appliqué un raisonnement, et ce que je trouve plutôt gratifiant et peut-être plus juste aussi. Est-ce que vous avez eu écho de ce type de pratique? Est-ce qu'il ne faudrait pas le généraliser pour pouvoir faire qu'on ait toujours le besoin d'apprendre, mais aussi d'aiguiser son esprit critique, mais aussi savoir utiliser l'IA? Oui, j'ai eu écho quand je parlais des devoirs à la maison, c'est exactement ça, c'est-à-dire que comment on va interagir avec l'étudiant dans le cadre d'un devoir fait à la maison avec de l'IA générative. Donc c'est vraiment le suivi de l'IA générative. Je pense que pour faire ça, il y a aussi une chose importante, et de mon point de vue, on manque cruellement de ça, c'est des notions de gouvernance et de cadre. C'est-à-dire, là, effectivement, on se pose des questions, doit-on utiliser, doit-on interdire? Moi, c'est assez clair, hein, je suis pas pour l'interdiction, de toutes les façons, je pense que ça n'est pas possible, mais il faut cadrer, c'est-à-dire que cette IA-graphie, enfin, ça, c'est quelque chose, il faut que ça soit un cadre entre le corps professoral, le corps enseignant, les ingénieurs pédagogiques, les étudiants, qui a un cadre de dire, ben voilà, quand on utilise l'IA, on doit le dire. En fait, et c'est pas une question de sanction ou de note, ça va être le cadre d'apprentissage. Dans ce cours-là, on a le droit d'utiliser l'IA à telle hauteur, c'est-à-dire ça peut être infini ou pas. Dans ce cours-là, on n'a pas le droit, et pourquoi on n'a pas le droit? Parce que justement, dans ce cours-là, on va apprendre l'esprit critique, le raisonnement, et que l'IA va pas apporter beaucoup sur ces points très précis. Donc, oui, ça se fait, oui, ça doit être complètement généralisé, mais pour cette généralisation, il faut déjà une formation, que tous les acteurs dont on parle ils soient formés à ce qu'est l'IA, et deux, qu'il y ait un cadre, c'est-à-dire de savoir ce qu'on peut faire. Et moi, je vais dire deux choses. À l'Université Paris-Saclay, on a fait voter une charte sur l'IA. Cette charte, donc, elle rappelle les principes qui sont les missions de l'université. Mais par rapport aux usagers, et les usagers, on parle des étudiants, des enseignants-chercheurs, mais également de personnel technique et administratif, c'est donner un cadre d'usage de l'IA. Et tous les usagers sont logés à la même enseigne. Utilisation de l'IA doit être signalée. C'est-à-dire, j'ai utilisé cette IA pour faire ça, cette IA pour faire ça, que ce soit pour de la génération de contenu, parce qu'on parle de tuteurs pédagogiques, il y a beaucoup de profs qui font de la génération de contenu, hein, de contenu pédagogique, en fait, pour l'enseignement. Voilà, donc je pense que le cadre est important, et puis après, effectivement, les évolutions des pratiques d'apprentissage. Hein. Nous, on a développé dans ce sens-là un outil qui tend à se généraliser très au-delà de l'université, qui s'appelle Brevet AI, qui est une méthode d'apprentissage par le faire. En fait, le vrai sujet, quand on apprend par le faire, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire, c'est vraiment le principe du jeu vidéo. Le jeu vidéo, quand on progresse, on a des niveaux. En fait, quand on passe à un niveau supérieur, on a des rewards, enfin des cadeaux, des retours positifs, enfin voilà. Et donc, on continue et on est content. Et en fait, passer à un niveau supérieur, ça veut dire qu'on a amélioré notre compétence. Je dis ça pour un jeu, c'est souvent amusant, mais la compétence est là. Et si on joue à un niveau qui n'est pas... Si on se met dans un niveau qui n'est pas notre niveau de compétence réelle, dans tous les cas, ça ne va pas bien se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir soit de l'ennui, soit du rejet, parce que soit le niveau est trop haut, et auquel cas on est face à de la négativité permanente, puisqu'on est face à l'échec, soit le niveau est trop facile, et donc là on est face à l'ennui, et il n'y a pas de challenge. Bah, nous, on a fait la même chose, mais avec apprendre l'IA, c'est-à-dire qu'on a des activités, des jeux. Quand on réussit l'activité, et on ne peut pas faire autrement que la faire, vraiment, avec ses doigts, une souris, enfin des choses comme ça. Quand on l'a réussi, eh ben on passe à l'activité suivante, mais on débloque des rewards. Alors, ce n'est pas des pièces comme dans les jeux vidéo, mais c'est plutôt des fiches de notions pédagogiques qui permettent de creuser le sujet du chapitre. Et on continue comme ça. Et à la fin, en fait, la question ne va même pas être est-ce que la personne qui a suivi ça a une bonne note? C'est est-ce qu'elle est arrivée jusqu'au bout et qu'elle a réussi? Si elle est arrivée jusqu'au bout et qu'elle a réussi, bah, elle aura acquis des compétences. Et ça, c'est un changement
un peu de façon de voir l'enseignement. C'est-à-dire qu'on transmet par le faire. Et sauf qu'on... C'est assez naturel quand on fait... Feu, mon père était menuisier charpentier, il a appris à faire des chalets, à les construire. Donc il a appris à le faire. Quand on est sur des disciplines peut-être plus théoriques ou plus fondamentales, on n'est jamais confronté à ça. C'est-à-dire qu'on prend du savoir, on sait plein de choses, mais on ne sait pas faire. Alors c'est tout à fait possible. Je veux dire, apprendre l'IA, savoir ce que c'est l'IA, on peut l'apprendre en jouant, en le faisant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment, si je reviens au tout début, je vais faire un peu... Il y a la gouvernance, le cadre. Qu'est-ce qu'on met comme cadre d'enseignement, d'une part, et d'autre part, comment on transforme l'enseignement. Mais ça ne veut pas dire que tout va être transformé. Vous parlez du cadre, vous avez parlé de la charte que votre université a pu adopter. Est-ce que, à votre connaissance, d'autres établissements l'ont fait? Parallèlement à cela, et pour parler d'un cadre qui soit plus national, dans vos recommandations, dans le rapport de juillet 2025, vous prônez non seulement la mise en place d'un institut national pour pouvoir échanger sur les pratiques et donner ce cadre, pouvoir aussi œuvrer à la mise en place d'infrastructures et qui puissent vraiment être partagées mais solides. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui sur les réflexions concernant ces recommandations et quelles sont celles au-delà des chartes que vous pouvez préconiser? Alors, au niveau des chartes, il y a effectivement plein d'établissements qui se sont dotés d'une charte. Au niveau de l'Université Paris-Saclay, on n'est pas parti d'une feuille blanche. On a repris des travaux qui ont été faits dans le cadre de Financement France 2030, les démos ES, qui ont abouti sur différents types de chartes, plus ou moins génériques. Donc, voilà, il y a énormément d'universités. Une des premières, je pense, c'était l'Université d'Orléans à se doter d'une charte. Alors, là, il y a des questions, c'est-à-dire, doit-on avoir peut-être une charte unique ou pas? Bon, j'ai pas un avis très tranché. Je pense que le fait de mutualiser, ça a toujours un intérêt, puisque finalement, on bénéficie tous du travail qui a pu être fait par des autres, et qu'il ne faut sûrement pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, mutualisation, en ce qui concerne la charte, ça veut dire peut-être donner un cadre quand même un peu général pour tous les établissements d'enseignement supérieur. La mutualisation, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que pour passer à l'échelle, sans mutualisation, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut citer vraiment beaucoup d'exemples d'expérimentation de POC qui sont des énormes succès et qui impactent 10 000 étudiants. Alors, je ne minimise pas le chiffre de 10 000, mais c'est loin de la population française, 10 000. C'est-à-dire que c'est à peine un échantillon de sondage. Donc, il y a un moment, si on ne mutualise pas, on ne passe pas à l'échelle. Et on ne passe pas à l'échelle parce que même la formation, pour former à des outils numériques, il faut des ressources. Et ces ressources, il faut bien qu'elles soient souveraines. Je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus. Donc la mutualisation, c'est essentiel. Ça avance. Ça avance, notamment les administrations centrales du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Espace ont lancé des actions sur les questions de mutualisation de ressources pédagogiques. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en commun des différentes universités? Il y a une fédération ILAS que je qualifierais d'Internet des GPU, qui permet de mutualiser donc, les GPU, les ressources computationnelles dont toutes les universités ou établissements d'enseignement supérieur ne sont pas dotés. Certaines en sont dotées, à Saclay, à Rennes, à PSL, à Sorbonne. Il y a des GPU, c'est des universités qui ont reçu plusieurs financements pour ces sujets-là, donc ils ont pu en acquérir. Il y a des universités qui n'en ont pas. Donc le fait de créer un Internet des GPU, c'est d'offrir un accès à tous les établissements d'enseignement supérieur de la recherche à ces ressources. Donc la mutualisation, ça avance. Mon constat, c'est que ça avance très très lentement et ça avance trop lentement face aux enjeux auxquels on fait face, aux enjeux de transformation, d'adoption et d'intégration. Et ça c'est vraiment... C'est un peu dramatique, c'est-à-dire que
il y a quand même un risque de passer à côté. En tout cas, en France, il y a eu un échec sur la transition numérique, la transformation numérique. Et quand je dis un échec, c'est même pas un mot pesé. Il y a eu un vrai échec, que ce soit en termes de formation, en termes d'adoption. Voilà. Là, il y a un moyen de rattraper cet échec, même de le surpasser. Sauf que si on fait rien, ça marchera pas. Et une administration centrale d'un ministère, ça ne suffit pas. Il n'y a pas suffisamment de compétences. Hein. J'ai parlé, c'est quelque chose de multicompétences. Même des chercheurs, je l'ai dit en propos liminaire, moi je viens des mathématiques appliquées. Ce qui veut dire que mes compétences statistiques, informatiques, c'est à peu près bien, normalement. Mais en droit, c'est pas bien. En sociologie, c'est pas mon domaine. Donc les gens, c'est des gens qui ont des compétences différentes et qui doivent être regroupés. C'est l'objet d'un institut national. C'est un institut qui est interministériel, qui a une mission et qui ne peut pas être prise par un objet existant. Puisque c'est vrai qu'on aime beaucoup créer des instituts pour tout et n'importe quoi, ou des comités, en revanche. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une institution, une administration centrale qui peut relever ce défi de mettre l'IA dans la société, qu'il y ait une adoption. Et l'adoption, ça se fait pas gratuitement. Il n'y a pas d'adoption s'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance s'il n'y a pas de compréhension. Et il n'y a pas de compréhension s'il n'y a pas de formation. Donc, et ça, c'est, je veux dire, même dans le rapport, on a exploré de façon très très partielle ces choses-là au niveau de la mission, mais on parle dans les territoires, c'est-à-dire que au niveau des universités, on a aussi un rôle de diffusion scientifique, de formation. Nous, on fait énormément de médiation scientifique, c'est-à-dire d'aller parler sur des événements organisés par les mairies pour sensibiliser tout le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Il n'y a pas un ministère ou une administration centrale ou quelconque corps. Et puis, il y a des structures privées qui sont extrêmement intéressantes. Hein. Si on parle d'IA générative souveraine, Mistral, c'est une entreprise privée et qui a un rôle à jouer extrêmement important. Il y a tout un tas d'entreprises EdTech qui sont déjà dans le système de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale. Donc, il y a vraiment quelque chose de collectif à faire. Donc, voilà, je pense que, moi, vraiment, la plus grande crainte que j'ai, c'est la temporalité. Et je trouve que on est vraiment très, très lent. On parle de simplification. Tout le monde est d'accord pour simplifier. Il y a quelque chose, il y a des consensus. Et pourtant, ça n'arrive pas. Je vais donner vraiment juste une anecdote et après je me tais. Sur les agences de voyage en tant que marché public dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. On passe par des agences de voyage. Tout le monde sait que ça ne fonctionne pas, et je ne vais pas rentrer dans le détail du non-fonctionnement, que le coût est démesuré. Et quand je dis tout le monde, c'est les usagers, les accompagnants, ceux qui travaillent dedans, les décideurs, tout le monde est d'accord. Et elles sont encore là. J'étais à Munich hier et croyez-moi que c'était assez compliqué. Voilà. Très bien. Bon, vous invitez à ce qu'il y ait de l'accélération, qu'il y ait aussi plus d'interdisciplinarité, parce que ce défi est éminemment transversal, donc c'est un défi. Vous avez cité une entreprise qui joue le jeu de la souveraineté, qui est Mistral. Vous avez justement une expérimentation qui lie l'AMU avec Mistral. L'idée, c'est de faciliter la vie des étudiants, mais aussi des professeurs ou du personnel administratif. Cette expérimentation est censée avoir été lancée à la rentrée 2025. Qu'en est-elle? L'idée, c'était de la lancer dans une vingtaine d'établissements pour ensuite la généraliser. On est au mois d'avril. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Oui, je peux vous dire ce qu'il en est. J'ai signé un versement il y a quelques jours pour avoir des parts de Mistral. Donc l'expérimentation est en cours de lancement.
Voilà, donc sur la temporalité, on revient à peu près aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'avant de lancer une expérimentation, il faut qu'il y ait un cadre contractuel, des versements d'argent, des personnes qui soient impliquées et concernées, notamment très naturellement hein, les personnes travaillant dans les systèmes d'information, ça passe par ça, il faut définir les cas d'usage, donc identifier les départements d'enseignement, les facultés qui seraient à même de porter ce type d'expérimentation. Identifier dans les services, puisque au niveau de Saclay, on fait l'expérimentation et sur les aspects de formation. Donc pour identifier, on a parlé de tuteurs personnalisés, on a des expérimentations sur la correction automatique, donc dans vraiment certaines disciplines, sur des nouveaux modèles d'enseignement, mais on fait l'expérimentation aussi pour la transformation des services. Donc typiquement un service des ressources humaines, un service des directions des affaires financières. On va utiliser ces parts donc de Mistral qui sont mises à disposition moyennant finance par la MU pour développer des cas d'usage et ensuite pouvoir les généraliser. Mais voilà, la temporalité, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que si moi, dans les minutes qui vont suivre cette audition, j'ai envie de tester un nouveau modèle de langage, je vais le faire. Et je vous jure que je l'aurais bien appris avant d'arriver à Saclay, en l'occurrence. Des modèles de langage, il y en a plus de 45 000. C'est-à-dire qu'on est quand même... C'est énormissime. Vous voyez, on parle de Mistral, mais on parle de ChatGPT, qui était quand même le premier, donc qui est majoritairement utilisé. Et en fait, tout le monde sait qu'il y a des jeux en permanence, c'est-à-dire qu'on va passer d'un seul coup sur Claude, parce que la nouvelle version, qui est le nouveau modèle, c'est pas un update du dernier, elle est mieux, et puis de temps en temps, sur des outils Google, enfin... Donc en fait, ça va très très vite dans ce sens-là, ça va très très vite dans le développement de la technologie, dans le déploiement, mais surtout dans l'utilisation. Et nous, on n'est pas assez rapide. Je veux dire, j'ai l'impression il y a un décalage qui est vraiment dramatique. Encore une fois, je parle de temporalité, mais cette expérimentation, elle est géniale. Et je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut brûler toutes les étapes. Il y a beaucoup de réflexions à avoir, mais il faut les faire, ces réflexions. Il faut les faire collectivement, vite. Il faut que les gens soient formés. À chaque fois qu'on présente des choses, notamment le brevet AI, je l'ai présenté devant de nombreux parlementaires, hein, que ce soit des députés, des sénateurs. Tout le monde veut le faire. On m'a proposé de le mettre sur la plateforme Mentor, qui est pour la formation des agents publics. Ah oui, mais bon, une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, c'est trop, en fait. C'est trop long. Merci, c'est sur ces derniers mots, c'est trop long que je crois que nous allons terminer. Monsieur le Président, à moins que vous ayez... Non, tout à fait. Non, je voudrais, en notre nom à tous, remercier le professeur Pascal pour cette contribution à nos travaux. Croyez, professeur, que nous partageons votre impatience et que cette impatience trouvera certainement un écho dans le rapport de Madame Calvez. J'ai bien noté un certain nombre de vos réflexions et propositions. Je pense que la pédagogie inversée est probablement le modèle, en tout cas dans certaines disciplines, le modèle qui devra s'imposer dans nos amphithéâtres et dans nos TD. Il faudra des tuteurs personnalisés. On en voit tout de suite, immédiatement, ça saute aux yeux, l'intérêt et les avantages pour tout le monde, hein, pour les étudiants comme pour les professeurs, comme pour l'université en général. Hein. Et je retiens aussi votre formule selon laquelle il faut changer de paradigme, de modèle d'enseignement. Et surtout, je retiens qu'il faut le faire vite. Donc, merci pour cette contribution roborative. Et puis, bonne fin de journée à vous. Au revoir.